Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Cette semaine au programme, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Louis Pimpot, Managing Director chez Canopy, qui nous parlera du marché mondial de l'amande et des éventuelles répercussions du conflit en Ukraine. Vous verrez que c'est assez intéressant et surprenant. Et puis nous serons en fin d'édition en direct et en duplex avec Mathieu Driol. Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day, comme vous le savez, et qui nous présentera sa Como du jour, mais en ouverture, donc comme je vous l'annonçais, on va faire un tour par l'actualité du monde agricole de ces 15 derniers jours. Ce sont des articles, je vous rappelle, qui sont puisés sur le site internet La Lettre de l'Acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Entre janvier et mai, les exportations vietnamiennes de café ont augmenté tant en volume qu'en valeur par rapport à l'exercice 2021, en atteignant 889 000 tonnes pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, en hausse respectivement de 24,2 et 54% sur un an. Le prix moyen à l'exportation est estimé à 2251 $ américains la tonne, ce qui correspond à une hausse de 24%, rien qu'en mai, les exportations sont estimées à 150 000 tonnes, rapportant au pays quelques 343 millions de dollars, soit une croissance de 15,2% en volume et 40,7% en rythme annuel, en valeur et en rythme annuel. Selon les prévisions des experts du secteur, les prix mondiaux du café devraient continuer à augmenter car l'offre d'Arabica de haute qualité traitée par voie humide à New York, provenant principalement du Mexique et d'Amérique centrale, semble avoir été épuisé. Le cabinet de conseil agricole Sovecon, spécialisé dans la Russie, a annoncé mercredi dernier avoir relevé ses prévisions d'exportation de blé russe de juillet à juin de 300 000 tonnes pour atteindre un nouveau record de 42,6 millions de tonnes. Je vous rappelle que la Russie est le plus grand exportateur de blé au monde, en approvisionnant principalement le Moyen-Orient et l'Afrique. Les exportations seront soutenues par une récolte record que Sovecon prévoit actuellement à 89,2 millions de tonnes et des stocks de report relativement importants. Les problématiques logistiques dues aux sanctions occidentales imposées à Moscou depuis l'envoi de troupes en Ukraine le 24 février dernier pourraient être le plus grand frein aux exportations au début de la saison, c'est-à-dire aujourd'hui 1er juillet, la réduction de l'offre en provenance d'Ukraine, dont les ports de la mer Noire sont bloqués depuis 4 mois, pourrait soutenir la demande de blé russe. En outre, la Russie, je vous le rappelle, va modifier sa formule de calcul des taxes à l'exportation sur les céréales et l'huile de tournesol pour soutenir ses exportations. Si ce processus conduit à une diminution des taxes d'État sur les exportations de céréales, cela donnerait un coup de pouce significatif aux exportations russes, souligne Sovecon. Le coût du fret de marchandises a bondi de 25 à 30% depuis le début de la pandémie en raison d'une série de pressions inflationnistes qui ne devraient pas s'atténuer à court terme, a déclaré mercredi dernier à Reuters la compagnie de transport par conteneur numéro 1 mondiale Maersk. Maersk est considéré comme un indicateur du commerce mondial car la compagnie transporte des marchandises pour les grands distributeurs alimentaires et spécialisés en passant par Walmart, Nike ou bien encore Unilever. La hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement a secoué les industries de la vente au détail et des produits emballés depuis le début de la pandémie de Covid-19, en particulier au cours de l'année écoulée, alors que les économies ont commencé à se redresser avec des embouteillages dans les principaux ports qui bloquent des containers. On va marquer une pause et juste après, il sera donc temps de retrouver Louis Pimpot, Louis qui est Managing Director chez Canopy, qui va nous parler du marché mondial de l'amande. Juste avant, je vous rappelle que c'est un enregistrement qu'il a été enregistré hier et qu'on vous le diffuse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous juste après sur TV Finance pour la suite du Minimag, la lettre de l'acheteur consacrée aux matières premières agricoles. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre édition du 1er juillet 2022 de la lettre de l'acheteur et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique l'interview avec notre invité, monsieur Louis Pimpot. Bonjour monsieur Pimpot.
Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Canopé SARL et que vous êtes un spécialiste des matières premières agricoles. Monsieur Pimpeau, on va d'abord parler d'amandes avec vous, de production d'amandes, parce que en janvier 2022, dans une interview que vous avez accordée, vous expliquiez que le prix des amandes était en dessous des coûts de production. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Non, en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est toujours resté en dessous des coûts de production à 1,70 $ par libre FAS Californie. En fait, les Américains n'ont pas vraiment le choix que de garder un prix compétitif parce qu'ils ont d'une part énormément de stocks à écouler et d'autre part, ils attendent une récolte assez volumineuse. Donc, ils ont un plafond de verre. Ils ne peuvent pas vraiment augmenter drastiquement leur prix. Autrement, il risque de rester avec ce volume invendu qui n'est pas stockable et qui coûte de l'argent. Parce que donc on comprend que la récolte d'amandes se fait quasiment exclusivement sur le continent nord-américain. On va dire que la Californie, c'est 80%, 80-85% de la récolte mondiale d'amandes. D'accord. Après, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, mais grosso modo, l'Espagne et l'Australie, mais l'amande, c'est vraiment hégémonique la Californie, est hégémonique dans le monde de l'amande. Dans le marché de l'amande, donc on comprend que la guerre en Ukraine n'a aucun impact en fait finalement sur le marché de cette matière première agricole. Elle a très peu d'impact. En fait, le seul impact qu'on pourrait considérer, ça serait éventuellement la hausse du coût des fertilisants qui sont produits en grande partie en Europe de l'Est et en Bulgarie. Et pour produire des fertilisants, il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie a explosé dernièrement. Et c'est ça exactement. Et donc il faut s'attendre à est-ce qu'on doit s'attendre à une inflation? Alors on sait que l'inflation va être drastique sur le blé, le maïs. Est-ce que sur les amandes, finalement, par la force des choses, il faut s'attendre aussi à un mouvement à la hausse des prix? Non, comme je vous expliquais en premier lieu, je ne pense pas qu'il y aura une hausse des prix parce qu'il y a un plafond de verre. Les Californiens sont, entre guillemets, dos au mur. Ils ont tellement de volume à vendre et le marché, la demande est toujours présente, mais elle n'avance pas aussi vite que l'offre en fin de compte. Donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que même si le marché est plutôt inflationniste en grande partie dans le monde, le cours des amandes a très peu de chances d'évoluer à la hausse. Est-ce qu'il y a des matières premières agricoles qui vont exploser, dont les cours vont exploser d'ici à la fin de l'année? Alors, il y a une matière première qui concerne énormément d'utilisateurs, c'est le sucre. Le sucre est en train d'exploser. D'ailleurs, les grands sucriers européens nous ont déjà annoncé que les cours doubleront à partir de octobre prochain. Donc on va passer de 450 € tonnes sur la campagne octobre 2021 à septembre 2022, donc de 450 € tonnes à plus ou moins 950 € tonnes. Ah oui, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et quelle en est la raison? En fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, on va dire que c'est une surface de production en déficitaire. Depuis la réforme des quotas, en octobre 2017, vous avez eu une libéralisation du marché. Donc les Français ont énormément produit parce qu'ils étaient plus limités dans leur volume de production, mais également les Brésiliens, les Chinois, les Vietnamiens ont inondé le marché mondial de sucre, ce qui a fait chuter les cours. En réaction à cette chute de cours, les raffineries françaises ont commencé à se restructurer et donc à baisser leur surface plantée de production. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, on va dire, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Faut savoir qu'une raffinerie, ça fonctionne soit à gaz, soit à électricité, et bientôt au charbon, malheureusement pour l'Allemagne, qui va devoir redémarrer en utilisant cette source d'énergie. Et la troisième source de la hausse des prix, c'est le prix payé aux producteurs. Les betteraviers, aujourd'hui, demandent à être rémunérés à une valeur plus juste pour eux, parce que finalement, on est entré en concurrence avec des cultures plus rémunératrices que sont le soja ou le tournesol ou le blé. Donc aujourd'hui, pour s'assurer d'avoir une fourniture de betteraves à partir de laquelle on va extraire du sucre, il faut proposer aux betteraviers donc de lui payer 35 à 40 € tonne, alors que l'année dernière, on était encore sur les 30 € tonne. Oui, on voit qu'on a des hausses de coûts de production
et des surfaces plantées en réduction. Donc on ne peut avoir qu'une matière première qui explose. Alors, je tiens à préciser que nous sommes le 30 juin 2022, que votre interview sera diffusée demain. Et j'explique ça pour une raison très simple, c'est que ce matin, Michel-Édouard Leclerc, sur une chaîne de télévision, a expliqué que l'inflation sur les produits alimentaires, eh bien, en fait, elle ne venait pas uniquement de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec lui. Globalement, le blé, enfin le cours du blé ne cesse d'augmenter depuis plus de 2 ans. Donc c'est pas nouveau. Pareil ici pour le sucre, on a bien vu que c'était la fin des quotas qui a un petit peu déclenché la perte de surface de production. Donc c'était en fin de compte une hausse pas télécommandée, mais c'est une hausse qui pouvait s'anticiper. Donc il y a des matières premières qui ne sont pas liées directement au conflit. On a des problèmes logistiques depuis le Covid, et ces problèmes logistiques sont responsables pour une partie de l'inflation importée. Et je parle des coûts de transport qui ont quintuplé, voire sextuplé depuis le Covid. Et c'est toujours la tendance actuellement, justement, une hausse des coûts du fret, ou c'est en train de se calmer avec la Chine qui réouvre, etc., ou est-ce qu'on est quand même encore sur une forme de surchauffe logistique ? C'est en train de se calmer. On nous annonce une accalmie, mais l'accalmie elle est à horizon 1 an et demi. Ah oui, d'accord. On va encore subir ces prix et ces coûts logistiques importants pendant quelques mois. Ok, très clair. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous prévenir qu'effectivement, l'inflation risque d'être encore impactante encore quelques semestres. Merci beaucoup, Monsieur Pimpeau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Canopé SARL et que vous étiez en duplex et en différé avec nous en provenance du Luxembourg. Très bonne journée. Nous sommes de retour dans cette édition du 1er juillet 2022 de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placeDeLaBourse.fr, et il est désormais temps de retrouver notre rubrique La Commo du jour avec notre analyste senior Day by Day, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, on va commencer votre commo du jour, votre rubrique, par le soybean qui tente un rebond et qui devrait poursuivre sa hausse finalement de long terme, c'est ça, globalement ? Et exactement, si on reprend un tout petit peu de recul par rapport au parcours des soybean mills, c'est qu'ils ont effectué, on va dire, depuis grosso modo 1 an, un mouvement haussier assez dynamique, passant de 309 à un peu plus de 480 il y a quelques mois de cela. Le test de ce niveau a effectivement déclenché une phase de correction. Celle-ci est maintenant au contact d'un niveau particulièrement robuste. Le support majeur aux alentours des 387. Ce niveau, c'est 50% de retracement de l'ensemble de l'impulsion. Ça veut dire qu'on a monté de 100 et qu'on a corrigé de 50. C'est un niveau qui est censé, entre guillemets, relancer la phase de tendance haussière. Alors si on relance une phase de tendance haussière, c'est effectivement pour aller faire des nouveaux plus hauts. Alors ça peut prendre du temps, on est sur une vision à moyen terme, 6 mois, 1 an. Cette vision de reprise de la tendance précédente serait confirmée lors du débordement de la première résistance à 435,50. Cette résistance, c'est tout simplement le dernier sommet descendant d'il y a 5 semaines, et c'était aussi un précédent support. C'est donc un niveau particulièrement pertinent pour confirmer une reprise de la tendance. Donc on surveille un rebond probable sur le support à 387 pour aller faire ensuite de nouveaux sommets au-delà des 484, probablement vers 500. 484, donc vous nous avez dit première résistance à 435, c'est ça du coup ok, c'est ça. Exactement. Et si jamais par malheur le mouvement ne se concrétisait pas, les supports sont calculés à quel niveau ? Donc si effectivement, on va dire que graphiquement parlant, c'est vraiment le niveau à 387 qui est important. C'était le dernier creux dans la tendance haussière. C'est un niveau qui stabilise la phase de correction depuis quelques semaines maintenant. Si d'aventure on cassait ce niveau nettement en clôture, grosso modo qu'on allait sous 380, eh bien on aurait alors une phase de consolidation qui prendrait beaucoup plus de temps, un amoindrissement significatif
négatif de la tendance haussière. C'est pas pour ça que ça ne permettrait pas d'aller faire de nouveaux plus hauts, mais ça repousserait dans le temps énormément la réalisation de ce scénario. Ok, très clair, merci Mathieu. On va passer au blé. Le blé, j'ai l'impression que la configuration technique est quasiment identique au soja. Si ce n'est qu'elle est un peu plus puissante, effectivement. Donc on a eu cette forte impulsion des dernières semaines, des derniers mois, jusqu'à la formation d'un plus haut à 444,50. Et le retour récent ces dernières semaines est maintenant au contact du support à 347,50. C'est aussi le ratio de 50% de retracement de l'ensemble de l'impulsion précédente. C'est aussi le dernier creux de marché marqué courant mars. Donc même cause, même analyse, même conséquence. C'est un niveau qui est censé relancer la tendance haussière vers les précédents sommets à 444, puis probablement plus haut, puisque si on est toujours en tendance haussière, le but c'est d'aller faire de nouveaux sommets. Donc c'est un niveau à surveiller aux alentours donc des 350. C'est un niveau qui est censé relancer la phase de tendance. Là aussi, si d'aventure on clôturait sous ce niveau, sous 350, ça repousserait énormément dans le temps la phase de hausse, puisque le support suivant il est assez éloigné, il est à 305,25, donc on aurait probablement une phase de consolidation, de correction supplémentaire avant éventuellement de reprendre la tendance de très long terme. Je disais en préambule que c'était une céréale qui était plus forte tout simplement parce qu'elle est largement au-delà des précédents sommets, et un sous-jacent en analyse technique quel qu'il soit qui fait des nouveaux plus hauts est toujours plus puissant qu'un sous-jacent qui est proche de ces plus hauts. Ok, très clair. Donc un mouvement plus fort sur le blé que sur le soja, du coup. Et effectivement, si c'est une puissance de mouvement. Oui, cette surperformance, en fait, se voit sur l'actif. C'est-à-dire que lorsqu'il corrige moins. Lorsqu'il monte, il monte plus. Ici, on est donc sur un actif plus fort. Il doit monter plus fort. D'accord. Donc, c'est plus risqué par la force des choses? C'est ça que vous voulez? Pas forcément. Non, pas forcément. Au contraire, plus un actif est surperformant, plus on est censé essayer de l'acheter, surtout pas le vendre, bien sûr. On est censé l'acheter puisqu'il est censé en fait repartir plus vite, repartir plus fort, tout simplement, qu'un actif qui serait moins performant, ayant une performance relative moins forte. Donc au contraire, c'est même un actif qui est plutôt à privilégier. Ok, très clair. Bien, c'est noté. Merci beaucoup Mathieu pour cette commo du jour. Donc je rappelle que vous êtes attentif au mouvement sur le soja et sur le blé et que des rebonds sont en cours et pourraient permettre au cours d'atteindre de nouveaux plus hauts. Je rappelle Mathieu que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Cette édition de la lettre de l'acheteur, le Minimag en partenariat avec placedelabourse.fr est désormais terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce bimensuel. Je vous donne rendez-vous donc bien dans 15 jours. D'ici là, je vous invite à rester connectés puisque on va désormais ouvrir notre JT vu d'ailleurs, le JT qui se veut être une approche beaucoup plus large que l'approche financière stricto sensu. A tout de suite sur TV Finance.